Thank you. After the tone, please state your name, followed by the pound sign. You are being placed into conference in muted mode. Je suis Elisabeth Gauthier, je suis directrice de la division biologie forestière du Centre de foresterie des Laurentides. Bienvenue à ce 6e colloque de la 33e saison des colloques du CFL. La conférence d'aujourd'hui s'intitule « La lutte contre la grippe du frêne, la cartographie à partir d'imagerie hyperspectrale ». Elle est diffusée aux intervenants du secteur forestier simultanément dans plusieurs sites à travers le Québec. C'est avec plaisir que je vous présente le conférencier d'aujourd'hui, M. Mathieu Varin. M. Varin détient un baccalauréat et une maîtrise en géomatique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Il est à l'emploi du Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy, communément appelé le CERFO, depuis 2013, et c'est à titre de chercheur et de chef du laboratoire de télédétection forestière. Il travaille surtout sur 3 axes de recherche, donc la classification d'essences forestières par traitement d'images, la caractérisation de milieux humides et la modélisation hydrologique. Il a participé à plusieurs dizaines de projets en lien avec ces sujets en utilisant les nouvelles technologies de télédétection, l'approche orientée objet, l'utilisation d'algorithmes d'apprentissage automatisés, l'imagerie satellitaire et hyperspectrale à haute résolution spatiale et le LIDAR. Je vous souhaite un bon colloque et je laisse la parole à M. Varin. Bonjour, merci. Oui, donc ça fonctionne. Je vais présenter aujourd'hui notre projet de cartographie du frêne, entre autres, à partir de l'imagerie hyperspectrale. Et le but de ce projet-là, c'est de fournir un outil aux municipalités pour les aider dans la planification face à la grippe du frêne, justement, qui a été détectée assez récemment dans la région. Alors, je vais vous présenter mon équipe qui a participé au projet. Donc, moi-même, Mathieu Varin, j'ai déjà été présenté. Mes collègues, Gilles Joannis, qui est notre expert en statistique, Raphaël Galbois-Langevin, qui est également géomaticien, Léo Pinchot, ingénieur forestier, et Bilal Chalgas, qui est notre expert en intelligence artificielle. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le CERFO, on est un centre de recherche collégial affilié au Cégep de Sainte-Foy. Donc, vous voyez à droite notre nouveau bâtiment, en fait le pavillon de la recherche du Cégep de Sainte-Foy qui a été inauguré l'année passée. Et donc, ce sont nos nouveaux locaux. Et le CERFO, c'est également un organisme sans but lucratif. Donc, nous, on a le mandat de faire la recherche pour le Cégep de Sainte-Foy. On a 3 types d'activités. La recherche appliquée. Alors, pour ce qui est de la recherche fondamentale, on n'en fait pas uniquement au sein du CERFO, mais on a des partenariats avec des universités, d'autres centres de recherche où on peut faire un maillage de différents domaines, par exemple. Formation, donc on offre différentes formations appliquées et de l'aide technique. Point intéressant aussi, le laboratoire de télédétection a été mis en place en 2013. Donc, ça fait déjà 5 ans et il y a eu une foule de projets depuis son implantation. Je vais en parler brièvement tout à l'heure. Et comme j'ai dit, dans chacun de nos projets, on a des partenariats avec différents organismes, que ce soit universités, ministères, municipalités, des industriels, organismes de conservation aussi. Pour ce qui est du laboratoire de télédétection, en fait, le CERFO, ça fait plus de 30 ans qu'il existe. Le laboratoire un peu plus jeune, 5 ans. Et on regroupe 6 chercheurs dans le laboratoire, 2 doctorats, 2 maîtrises, un ingénieur forestier. Mais également, il y a, c'est assez effervescent, là, puis il y a plusieurs autres chercheurs et étudiants qui participent dans nos projets de recherche dans le laboratoire, dont des professeurs du Cégep
qui peuvent être libérés de leurs tâches pour faire une partie du travail avec nous dans certains projets. Par exemple, du département de foresterie au Cégep, aussi de bioécologie. Des étudiants collégiaux, l'été surtout, universitaires via certaines bourses, par des maîtrises ou des doctorats. Et depuis 5 ans, là, une grande expertise dans le développement d'outils, particulièrement en classification, donc en traitement d'images, pour identifier différents objets, dont des espèces d'arbres. C'est ce que je vais parler aujourd'hui. Analyse statistique aussi, intelligence artificielle, apprentissage automatique. Pour ce qui est du laboratoire en tant que tel, les ressources matérielles, mais c'est un laboratoire financé par Fonds canadien de l'innovation et le ministère de l'Économie. Et depuis 5 ans, on a eu plusieurs postes de traitement de haute performance, faute de logiciels, mais ce qui est important de mentionner ici, c'est que on a beaucoup de logiciels, mais on sait comment les utiliser, on a l'expertise à ce niveau-là. Donc, avant de parler du projet du FRAIN, je vais faire un petit historique de quelques projets qu'on a eus. En fait, les projets qui nous ont menés à le présent projet que je vais présenter aujourd'hui. Alors, ça a commencé en 2011 où on a utilisé du lidar aéroporté et du radar pour identifier certains groupes d'espèces. Mais tout de suite après, on a l'implantation du laboratoire et ça nous a amené à développer beaucoup de projets sur l'identification d'espèces par télédétection, donc des mesures à distance. Par exemple, en utilisant des images un peu plus grossières, mais en fait de bonne résolution, mais pas de la même qualité que je vais parler tout à l'heure. Le APDA, par exemple, qui est satellitaire à 5 mètres de résolution. Mais ça nous permet quand même d'identifier, par exemple, des groupes d'espèces. Depuis quelques années aussi, en fait, ça nous a amené à de plus en plus travailler sur des projets à une échelle beaucoup plus fine, donc à l'arbre près. Et faire de la télédétection à l'arbre près, ça requiert une expertise aussi en photo-interprétation pour collecter différents échantillons. Donc, on a développé une expertise à ce niveau-là. Et également, ce que ça requiert, c'est une approche qui est plus orientée objet, c'est-à-dire que, je vais en parler plus en détail tout à l'heure, mais au lieu de traiter, par exemple, sur une image, de traiter chaque pixel indépendamment, on va traiter des objets comme un tout. Donc, par exemple, une couronne d'arbres de frêne, ça va être un objet. Un érable à sucre, ça va être un objet. Et ça demande aussi l'utilisation d'images qui sont beaucoup plus précises, beaucoup plus fines pour avoir une échelle plus locale. Par exemple, un exemple de réalisation, c'est la cartographie de la canopée de la ville de Québec, qui nous a permis d'extraire un indice de canopée qui est utilisé par la ville. Depuis 2015, on a eu 3 projets en hyperspectral. Donc ça, c'est une donnée qui est captée par un avion, donc c'est aéroporté. Et en parallèle aussi, des projets plus multispectraux, mais par données satellitaires. Donc, on a de l'aérien, de satellitaire. Maintenant, on est capable de se rapprocher presque au même niveau de qualité, c'est-à-dire que satellitaire, on a des satellites qui prennent des images à 30 cm de résolution, ce qui est quand même assez fin. Donc, juste un exemple là, de satellitaire, qu'est-ce que ça peut donner comme résultat? On a fait un projet pour identifier des essences forestières en Outaouais. Puis, c'est un territoire qui est quand même assez feuillu, mais aussi quelques résineux par-ci par-là. Puis, ce qu'on va faire, là, on ne voit pas super bien sur l'image, mais à droite, là, ce qui est important de voir, c'est les cercles jaunes qui représentent les couronnes d'arbres individuelles. Puis, ce qu'on va essayer de faire, c'est de se rapprocher le plus possible d'une couronne entière pour justement représenter un arbre individuellement. Donc, ce que vous voyez sur le petit carré qui vient d'apparaître, c'est trois arbres là, individuels pris sur le nuage de points lidar en 3D.
Donc, ça correspond quand même assez bien. Puis, ce qu'on va faire après, c'est que via des analyses statistiques, l'apprentissage automatique, on va être capable d'attribuer une classe à chacun de ces objets-là. Donc, ce que je parlais tout à l'heure, l'approche orientée objet, c'est exactement ça. On identifie un objet pour représenter une couronne d'arbres et on applique une classe à chacun de ces objets-là. Par exemple, ici, pain rouge, pain blanc. Puis à gauche, là, vous avez des échantillons terrain qui correspondent quand même assez bien à la classe attribuée. Bon, maintenant, pour ce qui est du projet en tant que tel, donc c'est le même principe que je vous ai parlé là, dans les deux dernières diapos, c'est-à-dire que à la suite des différents projets, on se rapproche vers ce qu'on veut faire réellement, c'est-à-dire identifier chaque freine individuellement pour être capable même de compter le nombre de freines et d'avoir aussi une superficie, une surface sur le territoire. Donc, ça, c'est un projet avec beaucoup de partenaires. En fait, le CERFO s'est affilié avec le Centre québécois des espèces exotiques envahissantes. Et ce centre-là, maintenant, est intégré et affilié au CERFO. Et donc, le CQ3E a voulu développer une méthode pour identifier le frein, ou en fait, trouver un outil pour améliorer la planification. Donc, nous, on leur a proposé, on peut utiliser la télédétection pour identifier le frein, puis éventuellement même, là, je pourrais en parler plus tout à l'heure, mais éventuellement mesurer le degré de l'arbre atteint, en fait, ou de la santé de l'arbre. Le partenaire majeur aussi, c'est la Communauté métropolitaine de Québec, la CMQ, qui regroupe plusieurs MRC, plusieurs municipalités. Et en fait, c'est eux qui avaient le besoin principal là, dans cet outil-là, avec les différentes villes. Puis le ministère de l'Économie qui a financé une partie du projet. Donc les deux villes, Québec et Lévis, où on a fait le territoire pilote, fait 2 territoires pilotes dans chacun des 2 villes. Hydro-Québec et le Fonds canadien de l'innovation et le Centre québécois le Centre de géomatique du Québec, le CGQ, qui nous a appuyé aussi dans le projet. Et eux, dans le fond, ils se sont occupés principalement de l'acquisition des données. Donc, c'est eux qui ont monté le capteur, le système multicapteur. Donc, la problématique, mais principalement, c'est que on sait qu'il y a plusieurs maladies qui peuvent affecter différentes espèces d'arbres. Il y en a déjà eu là, à Québec particulièrement. Bon, la maladie hollandaise de l'orme, maladie corsicadienne, la TBE, etc. Et maintenant, très récemment, la grippe du frêne. Et ce qui est la problématique principale, c'est que si on a des arbres infectés et qui meurent, de façon régionale, on va perdre une canopée qui est importante là, en zone urbaine, pour la foresterie urbaine. Et donc, la grippe, c'est quand même un petit insecte qui va attaquer l'arbre et causer une mortalité relativement rapide, en delà de 5 ans, en deçà de 5 ans. Et par contre, il va y avoir quelques signes annonciateurs d'affectation, par exemple des trous dans l'écorce, une certaine défoliation aussi. Et l'insecte m'en fait depuis 20 ans, là, il a décimé des millions d'arbres en Amérique du Nord. Et ça se poursuit en fait, puis ce qu'on craint à Québec, entre autres, c'est que ça finit par, en fait, c'est déjà arrivé, puis que tous les freins soient affectés. Alors, le frein est relativement abondant dans le sud du Québec, principalement Outaouais, Capitale-Nationale ici, mais en ville, on sait qu'il y a vraiment beaucoup d'espèces d'arbres. Je pense à Montréal, c'est 300. À Québec, c'est peut-être 150. Donc,
le frein aussi est présent, différents types de freins. Puis, ce qui est important de faire, mais pour mieux planifier face à la grille du frein, c'est d'avoir un inventaire du frein. Pour l'instant, il n'y a pas d'inventaire complet et l'inventaire est réalisé sur le terrain principalement. Donc, ça demande des équipes qui vont sur le terrain, qui parcourent les rues, qui relèvent, qui prennent un point GPS sur les arbres de frein. Et ça c'est réalisé principalement dans l'emprise municipale, donc les parcs en face des maisons, des bâtiments. Et aussi, notamment à Québec, il y a un inventaire qui a été réalisé dans la partie privée, aussi propriété privée, mais uniquement visuelle, donc de loin de la rue. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en terrain privé, là, on n'a vraiment pas une information qui est complète. Alors, le besoin, c'est de compléter l'inventaire. Puis, comment on peut le faire? Bien, en utilisant, entre autres, la télédétection. Pourquoi la CMQ était intéressée par ce projet? C'est qu'en 2015, elle a été interpellée par l'agglomération de Québec pour coordonner justement des actions à l'échelle régionale contre la grille du frein. Alors, la CMQ s'est dotée d'un comité métropolitain pour faire un suivi de la grille du frein et prioriser ses inventaires de freins. Donc, chaque municipalité était rendue à un niveau, si on veut, d'identification ou d'inventaire différent. Mais la CMQ souhaite qu'il y ait un portrait régional complet. Donc, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a détecté la grille du frein en 2017, il y a quelques années, deux ans environ. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la problématique, c'est la diminution de la canopie. Donc, pour mieux planifier qu'est-ce qu'on fait avec les freins qui sont affectés ou pas. Et pour réduire justement une diminution de la canopie par une certaine période, mais c'est important de mieux gérer ces arbres-là. Alors, la première étape du plan de la CMQ, c'est de connaître donc l'emplacement des freins et même leur nombre. Et pour ce faire, on va utiliser des techniques de télédétection pour identifier des espèces d'arbres, en particulier le frein, pour contribuer justement à un outil de planification. Pour ce qui est des connaissances actuelles de la CMQ, on sait que, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a certaines MRC qui ont des inventaires de freins, mais par exemple, pour les zones forestières, on sait aussi qu'on est capable d'estimer une proportion de freins, même si ce n'est pas une donnée très, très précise. Donc, pour la CMQ en général, on parle de 19 000 arbres en zone publique en général. Donc, c'est quand même non négligeable. Rapidement, là, par MRC dans la CMQ, on parle de 3 500 freins environ pour la MRC de la Côte-de-Beaupré, 1 200 de la Jacques-Cartier, 2 400 pour Lévis et 11 800 pour Québec. Donc, il y a vraiment une grande concentration de freins à Québec. Et principalement, Limoilou, si vous pouvez voir sur la carte. À Limoilou, il y a quand même une grande concentration de freins inventoriés pour l'instant. Pour ce qui est de l'île d'Orléans, mais on sait que pour l'instant, il n'y a pas d'inventaire. Donc, pour l'instant, ils sont un peu dans le néant. Alors, avant de parler de la méthodologie et des résultats qu'on a obtenus durant le projet, je vais faire un petit résumé là, de faire un court sans si on veut, de télédétection rapidement. J'imagine que c'est pas tout le monde là, qui est au même niveau. Donc, la télédétection, ce qu'on cherche à faire, c'est mesurer
des objets, en fait mesurer des éléments à distance. Pour ce faire, on va utiliser, par exemple, des images qui sont acquises sur différentes plateformes, qui peuvent être aéroportées sur des drones, des avions, qui peuvent être aussi satellitaires. Donc, ce qu'on veut chercher à faire, c'est utiliser la lumière qui est réfléchie par différents objets, différentes surfaces du sol, pour y extraire l'information. Donc, pour ce qui est de cette lumière-là, elle peut être décomposée en plusieurs parties dans le spectre électromagnétique. Puis, pour que vous compreniez bien, là, la partie qui est plus à droite, on parle du spectre radio. Donc, tout le monde connaît ça, là, les ondes radio, AM, FM, etc. Plus on va vers la gauche, plus on tombe micro-ondes, infrarouge. Donc, par exemple, des images thermiques vont se situer dans ce spectre-là. Et finalement, visible. Puis vous voyez à quel point c'est tout petit, là, le visible. C'est vraiment une petite portion de tout le spectre. Puis le visible, ben, c'est ce qui est visible à l'œil humain. Ensuite, on tombe dans l'infrarouge, plutôt l'ultraviolet, les rayons X, gamma, etc. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on mesure en fait des ondes de lumière, il peut y avoir trois interactions avec la surface. Soit ça peut être absorbé par la surface, ça peut être aussi transmis et finalement réfléchi. Et c'est cette portion-là qui nous intéresse, qui est réfléchie, donc qui peut retourner au capteur. Plus concrètement, là, quand on prend une photo, par exemple, avec un téléphone cellulaire, bon, on a une image comme ça, visible. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette image-là est composée de trois canaux, trois bandes spectrales. En fait, c'est trois longueurs d'onde dans la portion visible qu'on voyait tout à l'heure. Donc, c'est une petite portion du spectre et on va retrouver notre bleu, vert et rouge. Ensuite, si on veut avoir d'autres bandes spectrales ou d'autres longueurs d'onde, par exemple dans l'infrarouge, on va parler de ce qui est dans le fond la portion non visible. Donc, infrarouge, proche infrarouge, moyen et onde longue. Et ça nous permet en fait de voir des éléments qui habituellement ne sont pas visibles à l'œil. Et pour ce qui est du multispectral, hyperspectral, quand on parle de multispectral, on parle de plusieurs bandes, habituellement plus de 3, et ce sont des bandes assez larges. Donc, tout à l'heure, vous voyez le spectre là, qui varie de, par exemple, 300 nanomètres à 10 000. La portion infrarouge, c'est assez court, c'est 300 à 700 environ. Et ces largeurs de bandes-là, ben, ils représentent des longueurs d'onde plus larges. Donc, multispectral, qui est assez courant au niveau satellitaire. Et hyperspectral, mais tout ce qu'on fait, c'est qu'on redivise, on subdivise les bandes plus larges pour avoir une série de bandes continues et étroites. Et ça, c'est le genre de capteur qui va être installé sur un avion, par exemple. Ça existe aussi au niveau satellitaire, mais c'est une résolution beaucoup plus grossière. Ce qu'on peut faire après avec des images hyperspectrales, c'est, par exemple, extraire ce qu'on appelle un cube hyperspectral. Et ça, en fait, ça nous donne une série de bandes spectrales, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple 80. Et ici, on voit que pour cette image-là, il y a une portion qui représente la moitié du cube, qui représente la portion visible. Donc, ça nous indique, par exemple, que dans la portion visible, il y a peu de différence entre la bordure de l'image. Mais si on regarde l'ombre ici, par exemple, on voit très bien qu'il y a un creux et c'est noir. Et alors qu'au niveau infrarouge, c'est là où réside une information très, très pertinente pour, par exemple, identifier des essences, des différentes espèces. Alors, c'est cette portion-là qui nous intéresse le plus. Une fois qu'on a ça comme cube spectral, on peut utiliser différentes ondes qui représentent des espèces différentes pour y extraire ce qu'on appelle une signature spectrale.
Donc, je vais en parler un peu plus en détail tout à l'heure, mais vous pouvez voir quand même que pour ces deux carrés-là, il y a une signature qui représente chacune des 80 bandes, qui est quand même différente. Puis si c'est différent, bien, ça nous indique que éventuellement, ce serait possible de faire une détection automatisée de cette différence-là. Alors, quelques exemples de signatures spectrales qu'on a déjà extraits dans d'autres projets. Par exemple, juste pour que vous voyez la différence là, au niveau satellitaire, là, on se situe vraiment au niveau multispectral, mais c'est un des capteurs, en fait, qui a le plus de bandes spectrales à cette résolution spatiale-là. On parle de 30 cm de résolution. Puis, on a 16 bandes spectrales, c'est quand même très bien. Et on peut quand même extraire une espèce de signature, là, malgré que ce ne soit pas des bandes en continu. Mais ce que ça indique, c'est que si on regarde les différences, par exemple, dans l'infrarouge, il y a un certain écart entre les différentes signatures spectrales de, par exemple, de sapin et d'érable lassé qui est beaucoup plus haut, la ligne jaune. Pour ce qui est du visible, c'est quand même intéressant, mais c'est des valeurs relativement beaucoup plus proches. Ça, c'est une signature qui vient d'un autre projet hyperspectral, mais avec le même capteur qu'on a utilisé durant le projet pour le frein. Alors, il y a toujours une portion visible. Le spectre est séparé pratiquement en deux. Donc, portion visible du bleu au rouge, ensuite infrarouge. Et on voit encore une fois là, une différence au niveau des signatures spectrales, les différentes lignes. Par exemple, l'érable à sucre qui se situe beaucoup plus haut en termes de réflectance, en termes de capacité de réfléchir la portion infrarouge, et le pain rouge qui se situe beaucoup plus bas, par exemple. Pour ce qui est du projet en tant que tel, comme j'ai dit tout à l'heure, on a deux territoires pilotes, un dans la ville de Québec et un dans la ville de Lévis. La ville de Lévis, ça se situe entre Chaudière et Chemin, c'est environ 10 km². À Québec, on est dans le quartier Neuchâtel, de Bourgneuf. Les galeries de la capitale, c'est inclus dans ce carré-là. Et on a planifié des vols hyperspectraux dans ces deux territoires pilotes-là. Donc, la première étape consiste donc à monter le système multicapteur pour installer sur l'avion. Et ça, c'est la partie du CGQ qui a travaillé là-dessus. Donc, on parle d'un système multicapteur parce qu'on a un capteur visible et thermique et aussi hyperspectral. Donc, thermique, là, on situe, encore une fois, le spectre que je montrais tout à l'heure, se situe beaucoup plus à droite, à 7500 à 13 000 nanomètres. 400 à 800, là, on parle du visible et proche infrarouge. Donc, ce système-là, multicapteur à trois capteurs, est installé sur un petit avion. C'est sûr que c'est un capteur assez expérimental, mais le but, c'était de voir si, avec les différentes bandes spectrales, là, il y a 80 bandes spectrales, est-ce qu'on est capable d'identifier certaines espèces, même si on sait qu'on n'a pas une donnée de très bonne qualité, ça peut nous amener à, justement, recommander une acquisition avec un capteur qui est beaucoup plus opérationnel. Donc, pour ce qui est des acquisitions de données, je parlais d'images hyperspectrales, thermiques aussi et visibles, mais aussi c'est important d'avoir des données terrain pour entraîner notre modèle. Et on est quand même assez chanceux à Québec là, et à Lévis, on avait des inventaires de freins et d'autres espèces en territoire public. Et donc, ça a beaucoup aidé, mais il a fallu quand même aller valider si c'était à jour et si ça correspondait bien avec l'image qu'on allait collecter. Donc, on a 3000 points collectés, 400 freins en tout pour Québec et Lévis, 180 pinettes et 1300 autres espèces principales, dont le chêne
SUIA, SIA, etc. Et donc, ces données-là sont extrêmement importantes pour monter nos modèles. Je vais en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Pour ce qui est du pré-traitement des données, une fois qu'on a acquis les données hyperspectrales, donc ce sont des images, là on se retrouve avec plusieurs défis. Premièrement, on doit créer une mosaïque parce qu'on a vraiment beaucoup d'images, plus de 300 images, qu'on doit les mettre ensemble. Il y a certaines différences visuelles qui sont notables et où ça demande beaucoup de traitement. Aussi, étant donné que c'est un capteur expérimental, on avait différentes problématiques que je vous ai parlé tout à l'heure, mais en gros, il y a un décalage entre les données hyperspectrales et la réalité terrestre. Donc, c'est important de caler, en fait, de faire correspondre parfaitement ces données-là, parce que les données terrain doivent correspondre parfaitement avec cette image-là. Donc, une des premières étapes ensuite, c'est de réaliser une segmentation de couronne d'arbres. Donc, ce que j'ai montré tout à l'heure en exemple là, avec les cercles jaunes, c'est exactement ça. Donc, on prend l'image et on génère une segmentation de couronne d'arbres pour obtenir un objet, en fait, des objets qui correspondent à des arbres individuels. On a fait aussi un seuil de végétation haute à partir de 2 mètres. Donc, c'est un exemple de segmentation qu'on peut obtenir, qu'on a réalisé dans un autre projet où on y va vraiment par une approche multi-échelle, c'est-à-dire qu'on va faire une première segmentation grossière qui peut représenter, par exemple, des peuplements ou des micro-peuplements. Et dans ce cas-là, ça peut enlever l'ombre et aussi la végétation basse. Et comme échelle subséquente, plus fine, on va aller identifier chaque couronne d'arbre individuellement. Et ça se fait principalement en utilisant une donnée de hauteur d'arbre, donc un modèle de hauteur de canopée, qui peut être ici du lidar ou photogrammétrique. Donc, photogrammétrique, on parle plus de superposition d'images, puis on peut générer un image de pointe, un peu comme le lidar, mais un peu moins précis parce qu'on n'a pas de données sous la canopée. Donc, dans ce projet-là, étant donné qu'on avait un capteur visible dans le système multicapteur, on a décidé d'utiliser un modèle de hauteur de canopée photogrammétrique avec ce capteur-là parce qu'il est installé dans le même système que l'hyperspectral, donc l'hypothèse était qu'il y avait moins de différence, moins de décalage entre les deux sources de données. Ensuite, la prochaine étape, c'est de faire la modélisation en tant que telle. Donc, on se sert des données terrain où on a différentes espèces identifiées. Ensuite, on extrait l'information dans notre image hyperspectrale et on se sépare notre jeu de données de référence en entraînement et en validation pour entraîner notre modèle et évidemment le valider. À partir des 80 bandes spectrales, on peut identifier environ 1000 variables différentes. Ça peut être des indices spectraux, par exemple, de rapports de bandes ou des bandes individuelles, ou plutôt, étant donné qu'on travaille par objet, donc on a une couronne d'arbre, on peut sortir la valeur maximale, les quarts-types et d'autres variables de texture, par exemple. Donc, une fois qu'on a nos 1000 variables, on doit faire une sélection de ces 1000 variables-là pour avoir les variables les plus significatives. Donc, il y a une séquence statistique à faire. Et ce qu'on a développé, en fait, c'est une approche qu'on dit hybride, c'est-à-dire que dans d'autres projets, on est allé par une approche plus hiérarchique, c'est-à-dire qu'on identifie d'abord, par exemple, le champ rouge, après on le met de côté. Ensuite, dans les autres pays qui restent, on enlève le frein, on continue comme ça. Alors que là, on a plutôt décidé de faire une approche
hybride, donc semi-hiérarchique, c'est-à-dire on identifie les résineux, les feuilles, et après, dans les feuilles, on va appliquer un modèle pour chacune des espèces, pour les résineux pareils. Donc, pour faire ça, on va utiliser plusieurs modèles de classification, différentes approches, dont des approches automatiques, et comme SVM, Random Forest, KNN, etc. Et ce qu'on va chercher à trouver, c'est le modèle le plus performant. Donc, vous voyez qu'il va y avoir 3 modèles dans le fond. Un modèle pour résineux feuillis, un modèle pour les feuillis et un modèle pour les résineux. Et finalement, la dernière étape, c'est de faire une validation de ce modèle-là, de ces 3 modèles-là, en établissant une matrice d'erreur. J'en parlais plus en détail tout à l'heure. Précision globale aussi. Donc, en général, est-ce que ma classification est bonne pour identifier le frein, mais aussi autres feuillus et les autres résineux. Donc, nous, on visait une précision de 80% en ville, malgré qu'il y a vraiment beaucoup d'espèces. C'est sûr que les espèces marginales, on n'avait pas assez d'échantillons pour les garder. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas pu les inclure dans le modèle. Et un indice qu'on appelle le coefficient kappa de Cohen, qui nous donne le degré de performance du modèle, en fait, en considérant les effets aléatoires dans la classification. Donc, l'objectif, c'était 0.7 et plus. Pour ce qui est des résultats, comme j'ai parlé tout à l'heure, on a fait l'acquisition des images avec un petit avion. Là, évidemment, c'est un capteur expérimental, mais c'est un petit avion aussi. Les conditions météorologiques aussi étaient assez difficiles, particulièrement pour Québec à l'été passé, c'est l'été 2017. Et donc, il y avait beaucoup de vent, alternance nuages. Donc, ça donne des genres d'images comme ça que vous voyez à droite, où il peut y avoir différentes lignes de vol, où c'est assez sombre, d'autres lignes de vol où c'est surexposé. Donc, c'est le genre d'image de mosaïque qu'on va obtenir. Il y a aussi différentes déformations qu'on peut voir sur les images. Donc, tout ça, c'est des défis auxquels on doit penser et adapter notre méthode. Pour ce qui est de midi, c'est beaucoup moins pire. Vous voyez quand même qu'il y a des trous là, entre les lignes de vol. C'est présent, mais c'est dans notre cas, étant donné que c'est un petit plus une preuve de concept, c'est moins grave. Mais pour ce qui est des conditions météorologiques, c'est beaucoup mieux à Lévis. Donc, comme j'ai dit, il y a beaucoup de défis à relever, notamment sur la surexposition. Donc, ce qu'il faut faire, c'est un balancement là, entre les différentes lignes de vol pour avoir une espèce d'homogénéité au sein de la mosaïque. Des déformations aussi et des décalages. Donc, pour ce qui est du décalage, tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut qu'on s'assure que toutes les données soient bien calées, correspondent bien. Donc, c'est ce que je vous montre ici. Dans le fond, l'image que vous voyez du bleu vers le rouge, c'est un modèle de hauteur de canopée issu de photogrammétrie. Alors, vous voyez à gauche qu'il y a un certain décalage entre les couronnes d'arbres réelles et l'hyperspectral. Donc, on cherche à faire correspondre les deux pour que ça colle parfaitement. Donc, ça demande beaucoup de points de contrôle. Et ça nous donne un produit comme ça, ici. Donc, ça, c'est une image, une photo aérienne standard. Puis, une fois qu'on colle l'hyperspectral dessus, on voit que ça correspond quand même assez bien. Donc, une fois qu'on a ça, qu'on a identifié, qu'on a bien corrigé nos images, on va utiliser les deux sources de données, donc l'image spectrale et le modèle de hauteur de canopée, le MHT, pour faire une segmentation, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, ici, par exemple, vous voyez qu'avec la ligne bleue, j'ai fait un profil de hauteur
Puis on voit qu'il y a différents arbres, différentes couronnes. Et contrairement au lidar, là, c'est vraiment une vue du haut, donc une vue comme si on regardait l'image. On n'a pas de données sous la canopée. Donc, une fois qu'on a ça, on va utiliser nos zones d'entraînement, c'est nos zones de référence qui ont été collectées sur le terrain. Puis, là, vous voyez que sur l'image de gauche, c'est pas trop évident qu'il y ait des différences entre les différentes zones. Mais une fois qu'on les extrait, on voit visuellement plus de différences. Donc, c'est sûr qu'on peut faire des rehaussements différents selon les bandes spectrales qu'on veut voir. Mais déjà, visuellement, ça indique qu'il y a une différence. Donc, à partir de ces zones-là, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut extraire environ 1000 variables, mais on peut aussi extraire la signature spectrale. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Et ça fait partie justement de l'étape de l'analyse statistique, en fait, préparation des données pour l'ingestion dans les modèles. Et donc, la signature spectrale ici des feuillus, où on avait présenté les principaux feuillus, mais on voit par exemple que on avait du frêne rouge et du frêne blanc. Puis, par exemple, le frêne blanc se situe beaucoup plus bas, mais c'est pas ici évident là, dans la portion visible. Dans la portion infrarouge, c'est un peu plus intéressant. Donc, si on fait un zoom dans la portion visible, on voit plus de différence, mais pour les trains, là, la ligne noire et verte, on voit qu'il y a beaucoup de confusion avec les autres espèces. Donc, ça nous indique déjà que ça risque d'être difficile d'extraire le frein. Pour ce qui est de la portion visible. Pour ce qui est de la portion infrarouge, un peu plus confortable pour le frein blanc, donc on se situe un peu plus bas. Alors, il y a des bonnes chances qu'on puisse l'extraire lors de notre classification avec le modèle. Mais pour ce qui est du frein rouge, là, il se situe vraiment dans le milieu des autres espèces. Donc, ça nous indique que ça va être difficile pour le frein rouge. Par contre, évidemment, ça, c'est une vue de la signature spectrale. Et en bas, là, c'est dans le fond les 80 bandes de l'image. Mais quand on calcule nos 1000 variables, bon, on a des données de texture dans l'objet, donc dans la couronne. On a des données d'indices spectraux aussi. Puis, donc, en faisant des indices, en calculant des indices, en fait, ce qu'on espère, c'est que, en prenant, par exemple, un pic ici, puis un bout plus bas ici, les indices permettent de distinguer mieux le frein rouge, par exemple. Pour ce qui est des rétineux, un peu plus facile, la portion visible, par exemple, c'est quand même intéressant de voir que l'épinette du Colorado se situe plus haut. Puis, par exemple, là, ici, dans la portion bleue, ben, ça démontre qu'il y a une réflectance plus élevée. Donc, évidemment, l'épinette du Colorado, les épines sont bleutées. Donc, c'est concordant avec notre signature qu'on est capable d'extraire. Donc, oui, le frein est important dans ce projet-là, mais aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais l'épinette aussi, c'est un des enjeux pour la CMQ. Donc, on a mis l'effort aussi pour identifier les épinettes, puis dans ce cas-là, on a 3 types-là, blanche, Colorado et Norvège. Et quand on regarde la portion infrarouge, encore une fois, en fait, l'épinette du Colorado, cette fois, il est plus mélangé, mais l'épinette blanche ressort bien. Donc, pour ce qui est du modèle en tant que tel, on a réservé environ 80% de nos zones de référence pour entraîner et 20% pour valider. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a environ 1000 variables calculées et sélection parmi ces 1000-là pour sortir, par exemple, les 10-20 meilleures variables. Et sélectionner des modèles optimaux, donc pour les 3 cycles, résineux, feuillu, juste résineux et juste feuillu.
et l'appliquer en fait sur nos deux territoires. Donc, visuellement, à quoi ça ressemble? À gauche, là, vous avez des échantillons de terrain. Donc, par exemple, ici, un érable argenté, un chêne rouge, un autre chêne rouge, deux autres érables argentés. Puis, une fois qu'on fait la segmentation des couronnes d'arbres, on cherche en fait à se rapprocher le plus possible de ce qu'on a à gauche. Donc, c'est vraiment l'objectif. S'il y a une sursegmentation, donc c'est-à-dire pour une même couronne peut avoir plus qu'un objet, c'est moins grave que si on a des plus gros objets avec différentes espèces de mélange à l'intérieur. Donc, visuellement, les premières étapes, on a notre image. Ça, c'est un masque de 2 mètres et plus. Puis, tout simplement, on refait un autre seuil pour extraire la végétation. Une fois que c'est fait ça, on génère, dans le fond, les couronnes d'arbres individuellement. Puis, on va appliquer notre modèle sur chacun de ces objets-là individuels pour générer une carte. Donc, ça, c'est un exemple d'un secteur à Lévis où on a les lettres, en fait, c'est différentes espèces identifiées sur le terrain. Par exemple, le chêne rouge, l'érable à sucre, frêne de Pennsylvanie, l'orme. Puis, les couleurs, c'est en rouge, ce sont nos frênes identifiés par notre classification automatique. Et en vert, c'est autres feuilles. Donc, on a regroupé toutes les autres espèces dans autres feuilles, puisque l'intérêt principal, c'était d'identifier le frêne. Évidemment, il y a certaines tendances qui ressortent, là, certaines espèces qui seraient plus faciles à extraire, mais si on les met toutes ensemble, ça nous permet d'avoir une meilleure précision pour le frêne. Donc, on voit par exemple qu'il y a quelques erreurs. Ici, on a identifié un frêne. Sur le terrain, on n'avait pas de données, mais probablement que ce serait autre chose qu'un frêne, ici aussi. Donc, pour ce qui est de la validation et des précisions, la précision globale, là, je présente juste les guides parce que Québec, c'est un peu moins bon, mais étant donné qu'il y a eu beaucoup de problèmes là, météorologiques, des formations d'images, ça fait qu'il y a eu des échantillons perdus aussi à cause de l'image qui était de mauvaise qualité. Donc, les résultats sont un peu moins bons. Donc, pour Lévis, précision globale, 93 ça veut dire que pour notre identification là, de frênes, autres feuillus, épinards et autres résineux, à 93 du temps, on est bon. Et notre indice de capote-Cohen à 86. Là. Donc, si vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai parlé de précision globale, objectif 80 et plus, CAPA, 0.7 et plus. Donc, on est dans l'objectif. Pour ce qui est du frêne, on parle d'une précision de 85 et une vitesse de 93 Évidemment, pour les résineux, c'était beaucoup plus facile. Donc, ça, c'est la fameuse matrice d'erreur. Je vais quand même prendre le temps de l'expliquer parce que c'est assez intéressant. Nos données terrain, nos données de référence en haut et sur chacune des lignes, on a nos classes identifiées par notre modèle. Et très simplement, là, par exemple, le frêne rouge, le frêne de Pennsylvanie dans la première colonne, bien, on voit qu'on a 27 échantillons terrain. Puis dans ces 27 échantillons terrain-là, on était capable de cartographier 22 sur 27. Donc, ça nous donne une précision de 81 Ça veut dire qu'on a omis 5 frênes sur 27. Donc, on a un 19 d'erreur d'omission. Et notre précision du producteur, c'est 81 À l'inverse, il y a toujours deux types d'erreurs. L'erreur au niveau horizontal, c'est-à-dire que pour notre classe frêne qu'on a cartographiée, on se retrouve en fait à retrouver 22 frênes réels, 3 autres feuillus
Et c'est ça. Donc, 22 graines réelles sur 25, ce qui donne 90%. Pour ce qui est du résineux, par exemple, l'épinette du Colorado, elle, c'était 100% de l'identification. Pour les autres épinettes, on les a regroupées ensemble, là, Norvège et Blanche. Et pour les données terrain, par exemple, sur 9, on en a identifié 16 correctement. Puis, il y a une épinette qu'on a identifiée comme étant autre feuille. Et à l'inverse, sur la ligne horizontale, on a 16 sur 18 qui ont été correctement identifiés. Donc, on a commis 2 erreurs, une en feuille puis une en autre résineux, ce qui donne 89%. Ensuite, ça, c'est les résultats principaux là, pour le projet du train. Mais en parallèle, on a fait d'autres projets d'identification d'espèces avec ce même capteur-là, en fait, ce même système de capteur-là. Puis, je trouvais intéressant de vous montrer qu'est-ce qu'on peut obtenir avec d'autres variables. Par exemple, dans le système, on avait essayé aussi d'inclure une caméra infrarouge Gold-Eye qui correspond à un spectre un peu plus loin que l'hyper spectral. Puis on voit que c'est une caméra juste à une bande, que pour les feuillus, par exemple, et les résineux totales, c'est significativement différent. Mais au niveau des feuillus, là, c'est assez mélangé. Il n'y a pas vraiment de tendance là-dessus. Mais pour les résineux, on a quand même une certaine différence là, au niveau du filleul du sapin. Puis ça, dans le fond, en utilisant différents capteurs comme ça, c'est pour mettre des recommandations ou nous permettre d'aller plus loin dans notre recherche pour utiliser d'autres capteurs qui sont plus opérationnels ou en fait, par exemple, on peut utiliser un capteur où on peut sélectionner certaines bandes. Donc ça nous aiderait à identifier quelles bandes sont vraiment significatives. Autre capteur, le capteur thermique qui est installé. Lui, c'est une bande là, qui était assez large, là, si vous vous souvenez, de 7500 à 13 000. Donc, c'est une bande assez large. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'informations qui se retrouvent là-dedans, puis il peut y avoir beaucoup de mélange. Donc, globalement, là, il n'est pas très significatif pour des nœuds feuillus. Mais, on a vu une tendance là, au FIA qui est un petit peu différente au niveau des résineux. Pour ce qui est des valeurs auxiliaires qui font partie aussi de nos 1000 variables, là, on parle de tout ce qui est de données dérivées, par exemple le fleur de drainage, des coups de surface. Ici, on a une position sur la pente. Donc, on remarque que, par exemple, l'érable à sucre est quand même différent du gros jaune, par exemple, au niveau de la position sur la pente. Un autre indice, c'est un indice topographique d'humidité qui est calculé avec des données LIDAR, avec en fait le modèle numérique de terrain. Puis ça nous donne un indice sur les secteurs où il y a un potentiel d'accumulation d'eau et d'humidité. Et on voit par exemple que le ménage, le pin rouge sont vraiment très différents face à la distance là, par rapport à cet indice-là. On a aussi essayé de faire une reproductibilité de la méthode, parce que bon, c'est un des objectifs aussi pour voir si, avec ces données-là, avec notre méthode, est-ce qu'on peut reproduire ou réappliquer notre modèle sur un autre territoire. Puis, ce qu'on remarque, là, c'est qu'en fait, pour ce même capteur-là, il y a eu différentes calibrations dans nos 3 projets. Et ce qu'on voit, c'est que notre projet au Témiscamingue en 2015, il y a eu une calibration qui était différente sur le capteur, ce qui fait que notre réflectance là, est vraiment différente. C'est vraiment très différent. Donc, à ce niveau-là, il n'y aurait pas de possibilité de reproduire la méthode. Par contre, pour ce qui est des 2 vols qui ont été faits là, durant le même été, Lévis, par exemple, et au Témiscamingue, on se retrouve avec quand même un écart au niveau des rables à sucre, mais les tendances sont quand même les mêmes. Donc, si on utilise
différentes variables comme des indices spectraux, bien, théoriquement, là, ce serait reproductible. Donc, ça, c'est un exemple avec notre capteur, mais évidemment, c'est un capteur expérimental, donc un capteur plus opérationnel comme CASI de ITWIST, où il y a eu une acquisition à Montréal d'ailleurs. Ça, c'est un genre de capteur ça fait des dizaines d'années qui existe, puis qui n'a pas beaucoup de déformations, qui donne des données de qualité. En utilisant ça, ben, il y aurait des bonnes chances qu'on puisse automatiser encore plus le modèle. Un exemple là, pour les trois projets, les trois acquisitions différentes au niveau d'un indice spectral, par exemple, on voit que les indices varient, mais pour rétineux, pour feuillis, les tendances ils sont quand même sensiblement les mêmes. Pour ce qui est des principales limites, on parle de qualité imparfaite des images, évidemment. Je l'ai dit souvent dans la présentation, le décalage des formations, ça rend difficile leur utilisation. Radiométrie variable, c'est visuellement quand il y a des lignes de vol qui sont différentes aussi, ça peut causer problème. Parfois, il faudrait faire deux modèles différents. Quand il y a des ombres aussi, les nuages bougent avec le vent. L'acquisition prend un certain temps aussi, donc ça crée des ondes d'ombre au niveau du sol. Échantillons inégaux aussi et efforts manquantes. Donc, évidemment, dans un monde idéal, on n'aurait jamais une quantité d'échantillons terrain pour toutes les essences, toutes les espèces présentes. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des espèces marginales, mais c'est sûr qu'ils ne sont pas dans le modèle pour l'instant. Donc, si on applique le modèle, ça serait, il y aurait des erreurs de commission qui existeraient. Les arbres jeunes aussi, évidemment, il y a une limite au niveau de la résolution spatiale des images. Donc, dans notre cas, on était à 45 cm pour nos images par spectrale, mais les arbres un peu plus jeunes ou un peu plus petits, où ils ont une canopée un peu plus restreinte, ben là, c'est difficile de les identifier. Donc, ce qu'on recommande, c'est un capteur plus opérationnel comme CASI. Et idéalement, d'utiliser le modèle de hauteur de canopée du lidar. Donc, si on utilise CASI qui est moins déformé, qui colle plus au terrain, ben, il va coller plus au lidar aussi, parce que ben, les données lidar sont quand même assez très précises. Et s'entraîner toutes les essences machinales. Donc, pour ce qui est du futur, suite à ce projet-là, en fait, la prochaine phase, c'est de faire le même traitement, mais pour toute la communauté métropolitaine de Québec. Et pour l'instant, ce qui est prévu, c'est de faire une acquisition d'un capteur opérationnel pour tout le territoire, ou au moins le territoire urbain. Et une fois que ça sera fait, mais le traitement, après, c'est d'avoir une donnée de frein de qualité sur tout le territoire. Et aussi d'explorer la différence, en fait, par exemple, du frein au niveau de l'infestation. Donc, si sa santé varie, ben, théoriquement, ce serait possible de l'identifier avec des images basse spectrales. C'est-à-dire qu'on pourrait voir différents degrés là, au niveau de la santé de l'arbre. Donc, ça, c'est aussi dans le futur rapproché. Avec ces images-là aussi, ben, on peut faire d'autres choses. On peut l'appliquer à d'autres espèces. Aussi, on peut mettre l'effort pas uniquement sur le frein, mais sur d'autres espèces, d'autres essences ciblées. On peut aussi faire des travaux sur les espèces envahissantes, là, plus au niveau arbutif ou comme le nerf brun, la berce focale. Et d'autres applications, pas uniquement en foresterie aussi, mais pour les milieux humides, hydrographie, matériaux de surface, type de matériaux des toits, par exemple. La liste des collaborateurs, plusieurs personnes là, dont j'ai déjà mentionné au CQ3, le Centre québécois des espèces exotiques envahissantes, la Communauté métropolitaine de Québec, Ville de Québec, différentes MRC, CERFO, CGQ,
l'Université de Sherbrooke aussi, où on a eu de l'appui sur nos projets en lumière spectrale. Voilà, ça fait le tour de la présentation. Merci de votre écoute. Merci Mathieu. Mon nom est Pierre Godbout. Je vais animer la période de questions. Alors, comment poser des questions? Si vous êtes en région, vous pouvez sélectionner votre nom puis dans la liste des participants et sélectionner la main levée. Ça va nous indiquer que vous avez une question. Puis lorsque je vous nommerai, vous n'aurez qu'à faire étoile 6 pour enlever le mode discrétion. Vous pouvez également utiliser la boîte de chat si vous préférez poser votre question par écrit. Et en ça, vous n'avez qu'à vous avancer au micro. Dans les deux cas, on vous demande de vous nommer et nommer l'organisation que vous représentez. Alors, on va commencer avec une question en salle. Bonjour, mon nom est Nathalie Isabelle. Je suis chercheur ici au Service canadien des forêts. Merci pour votre présentation. C'est super intéressant. On travaille nous-mêmes on commence à utiliser des indices de réflectance spectrale pour étudier les stress des arbres. Mon travail au niveau de l'épinette principalement. Vous avez mentionné le fait que vous travaillez avec 300 essences d'arbres différentes. Là, je me demandais c'était quoi les différentes essences, parce que je sais qu'en ville, puis peut-être que c'est quelque chose qui est très important quand on essaie de trouver des marqueurs, une signature spectrale spécifique à une espèce ou à une autre. Dans les villes, je pense que c'est le pire cas de figure parce qu'il y a beaucoup de hybrides. Les arbres sont mal identifiés. Donc, je voulais savoir, est-ce que vous avez, ça ne pourrait pas être en partie ça ne pourrait pas avoir justement un impact sur certains de vos résultats, là, de travailler avec du matériel qui n'est pas bien caractérisé à la base. Oui, c'est effectivement une des limites. Là. En fait, dans nos territoires pilotes, on a un 10 km², donc on a quand même moins d'espèces. Mais quand je parlais de 300, plus à Montréal, ici, c'est plus 150, je pense. Mais dans le 10 km², on en avait peut-être cinquantaine là en général. Et donc, il y a une certaine variabilité dans la même espèce. Ça peut expliquer. Par contre, quand on utilisait les données là, de la ville, eux, ils font quand même un bon suivi. C'est quand même des bonnes données identifiées. Mais nous, on est allé sur le terrain voir chacune des espèces pour réaliser, pour être sûr que c'est la bonne espèce. Mais c'est parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Moi, je travaille sur les hybrides interspécifiques, entre autres, ou des générations avancées, parce que souvent, les arbres utilisés en horticulture pour les villes, par exemple, pour le frêne à Montréal, il y a 100 variétés différentes. Donc, des fois, c'est la même espèce, des fois, c'est des espèces, des fois, c'est des croisements. Donc, même si vous l'identifiez à l'œil, là, ça peut être parfois difficile. Il ne faut pas se fier à l'étiquette, en fait, puis surtout dans le cas d'arbres urbains. C'est juste Oui, c'est un bon commentaire. Puis, je pourrais ajouter que quand on fait nos analyses statistiques, c'est sûr que ça sort comme données aberrantes, comme outliers. Non, ils ne sortiront pas outliers. Ils vont être vraiment, en fait, ils vont se retrouver, vous avez deux espèces, puis les hybrides, puis tout ça, ils vont se retrouver entre les deux. Donc, ça ajoute juste plus de variance à pour votre modélisation, là. C'est sûr que ça peut influencer la précision. Parce que nous, en tout cas, les gens se trompent beaucoup en ville, je vous le dis. Ouais. Merci. Autre question en région encore. On peut passer à une autre question en salle. Bonjour, André Baudouin, laboratoire de télédétection ici au SCF. On fait aussi la recherche appliquée, mais sur des grands territoires, donc avec des résolutions moins fines. Par exemple, on a produit des cartes d'essence pan-canadien avec du MODIS 250 mètres. Donc, vous savez bien que pour les essences plus rares dans un pixel 250 mètres, mes collègues essaient de les utiliser. Approche-toi du micro, s'il te plaît, André. Ils essaient de faire de la modélisation. Puis je suis content de voir qu'à l'autre bout du spectre, en termes de résolution fine, on arrive à des résultats intéressants, avec des limitations au niveau des couvertures spatiales. Par rapport aux données de Québec, avez-vous mis des panneaux de calibration au sol? Oui, il y a des bâches de calibration. Okay, des bâches de calibration, OK.
Et puis, vous avez fait une normalisation entre les bandes pour avoir une réflectance normalisée entre les bandes. Et malgré ça, les résultats étaient moins bons parce qu'il y avait des artefacts. Oui, effectivement. OK. Donc, le fait que vous ne travaillez pas vraiment en réflectance absolue, c'est une réflectance apparente. Oui, une réflectance au sol. Donc, il y a de la variance qui est induite. Est-ce que vous pensez que pour des territoires plus vastes, on pourrait avoir une résolution moindre, mais qu'on pourrait avoir des approches d'émixage spectral? Mm-hmm. Est-ce qu'il y aurait un potentiel de ce côté-là pour avoir un compromis entre peut-être moins de bandes spectrales, mais un plus grand territoire, pour on s'affranchit de problématiques d'acquisition de lignes de vol, etc.? Oui. En fait, dans un de nos premiers projets en hyperspectral, on a fait du démixage spectral. C'était plus pour enlever l'ombre, parce qu'on est à une échelle plus fine. Mais pour une échelle un peu plus grossière, on veut de 5 à 20 mètres, par exemple, je pense que ça peut donner des résultats pas optimales, là, mais c'est sûr que va toujours falloir finir par regrouper des espèces. Ou en tout cas, il y a certaines espèces qui vont être faciles à identifier, d'autres, ça va être des groupes. On a un projet actuel où on utilise du Rapid Eye, qui est un 6 ou 5 mètres. On va avoir un autre projet aussi avec Sentinelle, qui est plus à 10 mètres. Donc, on va voir jusqu'à où on peut se rendre avec ça, mais on l'a déjà fait avec Rapid Eye. Puis pour des groupes d'espèces, ça marchait quand même pas si mal, mais évidemment, là, il y a tellement de variabilité dans le pixel parce qu'il est assez gros que du démixage spectral, là, je pense que c'est la bonne voie. C'est super intéressant. On a des approches similaires au niveau méthode, donc ça serait intéressant éventuellement de rediscuter plus tard. Oui, tout à fait. Merci. Merci. Je rappelle aux gens en région, si vous avez une question, vous n'avez qu'à sélectionner votre nom et sélectionner l'icône main levée, ou vous pouvez également là, poser une question via le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions en salle? On y va. Bonjour, merci Pierre. Bonjour Mathieu, merci pour ta présentation. Effectivement, ça va être un gros plus de savoir où est le frein, parce que le titre de ta présentation, c'est la lutte à la grêle du frein. Je suis un petit peu déçu de voir que c'est pas si facile que ça, identifier le frein au travers de toute la verdure. Mais vous avez fait votre survol au mois d'août. Quelle était la raison qui vous a motivé à passer au mois d'août? Le frein a une drôle de phénologie, en ce sens que perd ses feuilles rapidement, puis les freins qui sont sûrement dépérissants changent de couleur. Il y a peut-être une période plus intéressante. Je ne l'ai pas validée, là, mais... La période type, c'était fin juillet, mais à cause des... toujours la même histoire là, dans les projets. Bon, le terrain, il fallait planifier en même temps les conditions météo. L'avion était venu, il n'y avait pas les bonnes conditions. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2017, c'était un été assez pluvieux. Donc, il a fallu retourner l'avion. Il est revenu 2 semaines plus tard. Donc, il y a eu des délais quand même. Mais l'aspect temporel est super important. Là. Puis, une des perspectives qu'on voit aussi, c'est au lieu d'utiliser une image hyperspectrale où on a plein de bandes spectrales, mais qui c'est une donnée complexe à avoir et à traiter, ben, c'est d'utiliser des images qui sont plus opérationnelles et faciles à utiliser comme des données satellitaires, mais à différentes périodes temporelles. Donc, 2 ou 3 fois dans l'été, par exemple, et au printemps, à l'automne plutôt. Donc, ça, je pense que des bonnes chances que ça donne des bons résultats aussi. Parce que l'élément que vous cherchez, c'est évidemment trouver les freins, c'est correct. Mais on veut surtout savoir où est la grille. Et puis, dans ce cas-là, vous avez mentionné qu'il y avait des signes de dépérissement. Il ne faudrait pas trop compter là-dessus. Parce qu'à partir du moment où tu vois le dépérissement, ben, je le vois moi aussi, j'ai pas besoin de caméra puis de système bien compliqué. Donc, puis en parenthèse, quand la grille a été trouvée en 2017 à Québec, c'est pas nécessairement la CIA qui l'a découvert, c'est la Ville de Québec, avec l'échantillonnage de branches. Donc, c'est vraiment un hasard. Puis lorsqu'on regarde l'arbre sur lequel il y avait la fameuse branche où il y avait une petite larve, mais vraiment très petite, cet arbre-là est en parfaite santé. Là. Il n'y aurait pas eu de différence en termes de couleur. Et en tout cas, ça, c'est un élément qui rend d'autant plus complexe la lutte à la grille parce qu'il faut le découvrir très rapidement. Puis là, le temps joue contre nous parce qu'à partir du moment où tu vois une décoloration, ben, t'es facile de 2-3 ans en retard. Et puis là, il y a eu le temps de se disperser en masse. J'ai lu qu'à Oakville, il utilisait un indice chlorophylle pour trouver les freins attaqués.
puis il y avait un niveau de précision de 60 quelques pourcents. Es-tu au courant de ces travaux-là? Oui. J'ai utilisé un capteur plus opérationnel, encore une fois, mais qui venait des États-Unis, des MDA. Puis, encore, c'est basé un peu sur leur étude. Mais nous, le but du projet, c'était d'abord d'identifier le frein. Donc, on n'a pas exploré s'il a été affecté par la grille. Parce que, l'hypothèse, c'est qu'il n'était pas encore répandu en 2017 partout. Mais c'est le genre de méthode qu'on utilise. C'est ça nous a inspiré. Évidemment, l'hypothèse aussi, c'est que dans la portion non visible, là, qu'il y a peut-être une information à ce niveau-là qui peut nous aider. Puis, ça fait que la première étape, là, cet été, ça serait de compléter l'inventaire partout. Puis en zone privée, c'est possible dans ça, voir s'il est affecté. Donc, ouais. Ben, merci pour les réponses. Puis je vous suggère commencer à utiliser les données de 2018, puisque la grille a été trouvée dans 50% des arrondissements. Donc, c'est quand même des données positives intéressantes pour vous autres pour valider au niveau des colorations, en tout cas, etc. Merci beaucoup, Mathieu. On a une question en région de Cédric Bertrand. Juste pour nous donner un ordre d'idée, le coût est d'environ combien par hectare? De traitement ou d'acquisition? Si tu as les deux, on va lui donner la réponse pour les deux. Je suis toujours embêté avec ces questions-là parce que je me suis posé tout le temps. Et en télédétection, ça ne se mesure pas par kilomètre carré. Une acquisition, oui, mais pas un traitement. Je ne peux pas te dire je fais un traitement à 40 000 sur 10 km². Ça va être 100 fois plus pour 100 fois plus de superficie. Donc, c'est plus en fonction du contexte. Si on a une zone urbaine, une zone agricole, forestière, ben là, ça demande plus de temps. Si on a plus d'espèces, ça demande plus de temps. Si un territoire de 100 km² qui est hyper varié, puis on a la même genre de variabilité, mais à 1000 km², au niveau du temps de traitement, ça ne change pas grand-chose. Fait que, pour ce qui est de l'acquisition, le coût là, au kilomètre carré, je pourrais pas dire vite comme ça, mais pour 1500 km² environ, ça coûte entre 100 et 150 000 pour une acquisition de données. Pour le traitement, mais c'est moins cher. Là. On parle plus de 50-60 000 environ. Mais c'est ça. Il y a aussi d'autres alternatives. Comme j'ai parlé tout à l'heure, si on utilise des images satellitaires à différentes périodes de temps, ça peut revenir à une méthode qui est peut-être on est moins certain de ça, mais qui peut donner des bons résultats et qui est relativement simple et qui coûte beaucoup moins cher. Là. Si on parle de données satellitaires, par exemple, de haute résolution, mais pas de très haute, là, mais plus à 1 mètre ou 2 mètres, ben on peut penser à faire différentes acquisitions durant une période temporelle, puis ça coûterait peut-être $10 le kilomètre carré environ. On va passer avec une question en salle. Oui, Pierre Dubois, je travaille pour Arbour Fleury, une entreprise d'élagage, mais l'essentiel de ma carrière est en foresterie urbaine sur le terrain. Et je voulais savoir, est-ce que ça se couple, vos images, est-ce qu'on peut coupler ça au cadastre avec une certaine précision? Parce que on parle d'identifier les freins en propriété privée, bien souvent en arrière-cour. Vous savez, là, quand il y a des milliers de propriétaires et quand les villes adoptent des réglementations où ce qu'on va obliger les gens à traiter ou à abattre des freins, la question qu'ils vont se poser, c'est « est-ce à moi, est-ce au voisin, est-ce à qui? » Alors, est-ce qu'on peut obtenir une précision là-dessus? Parce que si l'objectif est de se passer d'un inventaire terrain, vous savez qu'on voit les villes, ils vont plusieurs fois sur le terrain pour faire ce genre de travail-là d'encadrement.
La précision que le cadastre, finalement, c'est ouais, ma question. Pour les images, par exemple, les satellitaires, là, c'est plus précis, mais pour les images qui vont normalement acquérir cet été, là, on parle d'un 1 mètre d'écart à peu près. 1 mètre de différence en moyenne. Donc ça exclut pas, pour ce qui est d'appliquer, par exemple, un règlement de zone, comme je vous dis, il va falloir se déplacer pareil parce que est-ce que souvent, si l'arbre est d'un côté de la clôture, c'est différent de ce qui est de l'autre côté de la clôture. Oui. J'imagine. C'est sûr que c'est une des façons que je vois, c'est que quand on fait notre segmentation d'arbres, quand on génère un polygone sur notre arbre, on est capable d'identifier la cime, donc le centre là, de l'arbre, même si c'est pas si évident. Fait que j'imagine qu'il y a moyen de faire une sélection si la couronne est juste à l'intérieur d'un lot, si le centre également est dans le lot. Alors, il n'y a pas d'autres questions en région. Y a-t-il une autre question en salle? Curiosité comme ça, puisqu'on parle d'imagerie Google, est-ce que c'est un outil qui pourrait être éventuellement connecté à vos couleurs de façon à filtrer un peu l'image qu'on a sur l'ordi ou enfin pour que les municipalités puissent voir leurs freins facilement ou les différentes espèces? C'est quand même des données c'est intéressant en ville. Là. Ailleurs, pas super. En ville, il y a beaucoup temporellement, là, c'est acquis assez souvent aussi, mais pour l'utilisation, je pense que c'est compliqué traiter, c'est parce que on peut extraire des images Google, mais pour le traiter, ça prend les bonnes valeurs spectrales puis les bonnes informations. Je suis pas sûr que c'est accessible si facilement que ça. D'autres questions en salle? Donc, merci Mathieu pour ta présentation. Lutte contre la grille du frein, la cartographie à partir d'imagerie hyperspectrale. Merci à nos partenaires régionaux qui rendent possible la diffusion en région. En terminant, je vous invite à notre prochain colloque qui aura lieu jeudi le 21 février et qui s'intitule Initiative SM2, Fabrication intelligente. Le conférencier sera Serge Constantino, directeur de recherche de l'initiative SM2 chez SP Innovation. Merci à tous de votre participation et bonne fin de journée.